Dans les faubourgs glacés de Lyon, lorsque les toits se couvrent de givre et que la ville semble retenir son souffle au petit matin, un garçon de 10 ans du nom de Théo se réveille dans une boîte en carton, dissimulée entre 2 containers métalliques près de la gare de la Part-Dieu. Son petit corps frissonne sous une couverture trouée, trouvée il y a quelques jours dans une benne à ordures. Le froid mordant de l'hiver pénètre ses vêtements usés, mais ses yeux d'un marron vif brillent d'une étrange résilience. Ce matin-là, comme tous les autres, il noue son foulard délavé autour du cou, ramasse sa boîte de bonbons à moitié pleine et part affronter le métro lyonnais, où il tente de vendre quelques douceurs aux passants trop pressés pour le regarder. Théo vit seul dans les rues depuis que sa mère a disparu sans laisser de traces. Une nuit de printemps dont il se souvient encore par le parfum des lilas. Son père, lui, a été arrêté peu après, pris dans une affaire confuse de vol aggravé. Depuis, plus personne n'est venu le chercher. Il a appris à survivre dans les marges de la ville, invisible et silencieux. Il connaît les coins où les commerçants laissent parfois des restes, les recoins où il peut dormir sans se faire chasser, et les visages des agents de sécurité qui détournent le regard lorsqu'ils croisent le sien. Mais Théo n'est pas un enfant brisé. Il observe le monde avec une attention curieuse, presque poétique. Il aime les reflets des vitres des immeubles modernes, les murmures des couples qui s'embrassent en cachette dans les couloirs du métro, les chansons diffusées dans les cafés qu'il ne peut jamais fréquenter. Il écoute, apprend, devine. Son regard est rempli de questions qu'il ne pose jamais. Il rêve parfois à haute voix, en parlant tout seul la nuit, comme pour ne pas oublier qu'il existe. Ce matin-là, un vent plus glacé que d'habitude souffle entre les immeubles du quartier des affaires. Théo affamé se dirige vers les ruelles proches de la place Charles-Béraudier, là où les bennes des restaurants de bureaux sont les plus garnis. Il fouille rapidement, sans perdre espoir, car parfois, il tombe sur une viennoiserie encore tiède, un sandwich intact, une canette à moitié pleine. Mais ce qu'il trouve aujourd'hui est différent, bien différent. Derrière un amas de cartons déchirés, posé contre un muret en béton, quelque chose attire son regard. Une valise noire, en cuir, luisante malgré la saleté ambiante. Elle est légèrement entr'ouverte, comme si elle avait été jetée à la hâte. Théo s'arrête, méfiant. Une valise de cette qualité n'a rien à faire ici. Il jette un coup d'œil autour de lui. Personne. Pas même un autre sans-abri dans les environs. Lentement, il s'approche, pose sa boîte de bonbons au sol et tend la main. La valise est lourde. Il l'ouvre davantage. À l'intérieur, il découvre un désordre curieux. Un bloc de feuilles épaisses avec des schémas, un carnet de notes, un stylo gravé, un objet brillant qu'il reconnaît comme une montre de luxe et un petit appareil qu'il identifie comme une tablette électronique. Tout cela semble très précieux. Il lit sur l'un des papiers un nom qu'il ne connaît pas, Monsieur Laurent Moreau. Théo reste figé quelques secondes. Pourquoi quelqu'un jetterait-il une telle valise? Qui est ce Monsieur Moreau? Une intuition lui dit que cet objet n'a pas été laissé ici par accident. Peut-être que quelque chose de grave est arrivé. Il referme doucement la valise et la tire lentement jusqu'à son abri derrière la gare, comme s'il avait trouvé un trésor interdit, ou un mystère qu'il lui faudrait résoudre. La neige commence à tomber doucement. Les flocons se posent sur ses cheveux en bataille, tandis qu'il regarde autour de lui, le cœur battant. Il ne sait pas encore que ce simple geste, cette rencontre fortuite avec une valise oubliée, est le premier pas vers une aventure qui transformera non seulement sa vie, mais celle de tout un empire. Un empire au bord du gouffre qui ignore encore que son salut repose désormais entre les mains d'un enfant que tout le monde préfère ignorer. La nuit tombe lentement sur Lyon et Théo, blotti contre sa boîte de carton, tient la valise contre lui comme un talisman. Il ferme les yeux, mais son esprit s'agite. Qui est Laurent Moreau? Pourquoi cette valise a-t-elle été abandonnée? Et surtout, que doit-il en faire? Lorsque le jour suivant se lève sur la ville de Lyon, il n'apporte avec lui ni chaleur ni réconfort. Le froid semble s'être installé pour durer, s'infiltrant dans les fissures des murs, dans les âmes fatiguées et jusqu'au fond des eaux. Théo, encore emmitouflé dans sa couverture râpée, fixe la valise posée devant lui comme s'il s'agissait d'un animal endormi qu'il n'ose pas réveiller. Il l'a gardée près de lui toute la nuit, veillant dessus comme sur un secret. Rien dans sa courte existence ne lui avait encore semblé aussi singulier. Une valise presque intacte, faite d'un cuir noir luisant, encore souple malgré l'usure des coins, et qui dégage une odeur discrète de bois et de métal.
Elle ne ressemble à rien de ce qu'il a pu voir dans les mains des cadres pressés qui passent devant lui sans jamais ralentir. Il finit par se lever engourdi mais curieux et ouvre de nouveau la valise avec précaution. À l'intérieur, tout est exactement comme il s'en souvenait. Les documents sont rangés de manière désordonnée, comme si leur propriétaire avait tout jeté dedans dans un moment de panique. Il y a une tablette noire dont l'écran s'allume brièvement lorsqu'il la touche, demandant un code. Il y a aussi un portefeuille en cuir, vide d'argent, mais contenant plusieurs cartes de visite, toutes au nom de M. Laurent Moreau, président-directeur général d'une entreprise nommée Moreau Tech. Théo ne sait pas exactement ce qu'est une entreprise de technologie, mais ce nom revient sur presque tous les papiers. Des schémas, des diagrammes, des croquis annotés à la main, ainsi que des lettres imprimées adressées à des ministères et à des institutions prestigieuses. Il découvre également un badge magnétique portant une photo d'un homme d'une 50aine d'années, au regard dur, les cheveux gris bien coiffés, en costume sombre. Le nom en dessous ne laisse aucun doute. Laurent Moreau. Cet homme dont Théo ne sait rien semble important. Mais quelque chose cloche. Pourquoi cet homme qui semble appartenir à un monde si éloigné du sien aurait-il laissé derrière lui une valise contenant des objets aussi personnels et précieux? Théo referme la valise et reste un moment à réfléchir. Il a appris à ne jamais attirer l'attention, à se faire oublier pour survivre. Pourtant, il sent que cette valise n'est pas un objet anodin. Il pourrait vendre certains objets, la montre par exemple, ou tenter d'ouvrir la tablette pour la revendre. Mais il n'en a pas le courage. Ce n'est pas la peur de se faire prendre. C'est quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne saurait expliquer avec des mots. Peut-être une intuition, ou simplement l'impression que rendre cette valise à son propriétaire est la chose à faire. Pas pour une récompense, juste parce que ça semble juste. Il décide alors de faire ce qu'il n'a jamais fait auparavant, approcher un agent de police. Il descend jusqu'à la station de métro où il vend habituellement ses bonbons, cherchant une figure d'autorité à qui confier ce qu'il a trouvé. Il repère un policier debout près des tourniquets, bras croisés, regard morne. Théo s'approche timidement, la valise traînant derrière lui. Lorsqu'il arrive à sa hauteur, il lève la tête et dit d'une voix calme « Monsieur, j'ai trouvé ça. Elle est pleine de papiers importants, je crois. » Le policier baisse les yeux vers lui, l'air agacé, puis vers la valise. Il plisse les yeux, visiblement peu intéressé, puis grogne. « Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi ?» Théo tente d'expliquer, mais l'homme l'interrompt, jetant un regard méfiant à la valise. « Tu l'as sûrement volée. Allez, dégage d'ici. J'ai pas que ça à faire. » Karl pousse Théo légèrement par l'épaule, sans violence, mais avec assez de fermeté pour faire comprendre que la discussion est close. Le garçon recule, blessé, mais pas surpris. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un refuse de l'écouter. Il s'éloigne, son cœur battant fort. Il pourrait laisser tomber, mais quelque chose en lui l'empêche. Cette valise contient quelque chose de sérieux, il en est convaincu. Alors il se souvient d'une chose. Dans la poche intérieure, il avait vu une enveloppe, un courrier formel, timbré, avec une adresse lisible. C'est peut-être là qu'il doit aller. Peut-être que ce monsieur Moreau habite là, ou peut-être quelqu'un qui le connaît. Théo décide d'y aller, même si cela signifie traverser une partie de la ville qu'il ne connaît pas. Il range la valise tant bien que mal dans un vieux sac de sport trouvé quelques jours plus tôt et commence à marcher. Le vent souffle fort et le ciel s'assombrit au-dessus de lui. Lyon en hiver peut paraître aussi inhospitalière qu'un désert glacé, mais Théo ne s'arrête pas. Il marche pendant des heures, suivant les panneaux, demandant parfois son chemin à des passants qui, pour la plupart, l'ignorent ou le regardent avec suspicion. Lorsqu'il arrive enfin devant l'adresse indiquée, il découvre un immeuble ancien, bien entretenu, situé dans un quartier résidentiel calme. Il hésite devant la porte, puis appuie sur l'interphone. Personne ne répond. Il attend. 10 minutes, puis 15, il tente de nouveau. Toujours rien. Juste au moment où il s'apprête à partir, une vieille dame sort de l'immeuble voisin, traînant un cabas rempli de courses. Elle le regarde avec une expression de curiosité polie. « Tu cherches quelqu'un » demande-t-elle. Théo hoche la tête. « Monsieur Laurent Moreau. J'ai trouvé une valise avec son nom. » Il lui tend une des cartes de visite. La vieille dame ajuste ses lunettes et lit le nom. Ses sourcils se lèvent légèrement. « Ah, monsieur Moreau, je ne l'ai pas vu depuis des jours. Il vivait ici, oui, mais il a eu des ennuis, je crois. Il ne reçoit plus personne. » Elle s'interrompt, puis ajoute doucement. « Si tu veux savoir quelque chose sur lui, tu devrais parler à sa fille. Amélie. »
Mais ils ne se parlent plus depuis longtemps. Théo fronce les sourcils. Une fille. Elle sort une clé de son sac, ouvre la porte de son immeuble, puis se tourne une dernière fois vers lui. Amélie vit dans le vieux Lyon, je crois. Une artiste. Peut-être qu'elle pourra t'aider. Et elle disparaît à l'intérieur, le laissant seul avec plus de questions que de réponses. Il s'éloigne lentement, la valise toujours en main, le nom d'Amélie résonnant dans sa tête. Il ne sait pas encore comment la trouver, mais il sent que c'est la prochaine étape. Laurent Moreau n'est pas juste un nom sur une carte, et cette valise n'est pas une trouvaille ordinaire. Ce qu'il vient de découvrir est peut-être le début d'une histoire bien plus vaste que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Laurent Moreau n'avait pas l'habitude de perdre le contrôle. Durant plus de 25 ans, il avait bâti son empire avec précision, patience et une ambition méthodique qui lui avait valu le respect du monde des affaires. Moreau Tech, la société qu'il avait fondée avec un simple bureau et une idée novatrice sur les systèmes de sécurité numérique, était devenue l'un des piliers technologiques de la France. Les gouvernements, les grandes entreprises, les institutions financières, tous utilisaient ces logiciels, ces dispositifs de cryptage, ces outils d'identification biométrique. Il ne se passait pas une journée sans que son nom circule dans un rapport stratégique ou dans une réunion à huis clos. Mais ces derniers mois, ce nom avait commencé à s'effriter. Cela avait commencé par une série d'investissements audacieux dans des marchés étrangers, notamment en Asie et en Afrique du Nord. Le potentiel de croissance était là. Les chiffres sur le papier étaient prometteurs, mais les résultats n'étaient jamais à la hauteur des projections. Des partenariats échoués, des retards de livraison, des surcoûts imprévus. À cela s'ajoutait un climat interne devenu toxique. Les rumeurs de mésentente au sein du comité exécutif s'intensifiaient. Des rapports filtrés vers la presse évoquaient une gestion trop personnelle de l'entreprise, un Laurent Moreau devenu paranoïaque, contrôlant tout, refusant de déléguer et coupant court à toute contradiction. Et pourtant, la vérité était bien plus complexe. Ce que peu savaient, c'est que Laurent avait été trahi par ceux qu'il considérait comme ses plus proches alliés. Damien Carrel, notamment son bras droit depuis presque une décennie, avait patiemment construit son propre réseau d'influence au sein de l'entreprise. Officiellement directeur des opérations, Damien était en réalité en train de devenir le centre de gravité d'un projet parallèle, utilisant les ressources de Moreau Tech pour développer en secret une version alternative du produit phare de l'entreprise, un système d'intelligence décisionnelle destiné à l'armée française. Ce projet, appelé internement Sentinelle, devait révolutionner les opérations tactiques en temps réel. Laurent, qui avait dirigé les premières étapes du développement, détenait la totalité de la documentation, de la conception initiale jusqu'aux ajustements finaux. Tout était dans sa valise. Cette valise. Le matin où il l'avait abandonnée près du centre d'affaires, Laurent n'était plus lui-même. Depuis 2 jours, il ne dormait presque plus. Les courriels s'entassaient, les appels restaient sans réponse. L'annonce d'un audit gouvernemental venait de tomber. Les investisseurs perdaient confiance. Et surtout, Damien avait convoqué une réunion de crise avec le conseil d'administration en son absence. L'idée même que ce dernier puisse faire main basse sur son entreprise en son moment de faiblesse rendait Laurent fou. Il avait quitté son bureau comme un fugitif, pris sa valise au hasard, sans penser, fuyant plus qu'il ne marchait, traversant la ville sans destination. Il s'était arrêté au pied d'une benne, la gorge serrée, et dans un geste de rage silencieuse, avait lancé la valise dans les ordures avant de disparaître, avalé par la ville. Ce geste, insignifiant en apparence, avait des conséquences immédiates et catastrophiques. La valise contenait les derniers prototypes imprimés, les contrats en négociation avec le ministère des Armées, et surtout, les preuves de la manipulation orchestrée par Damien. Sans elle, plus rien ne pouvait prouver que l'idée et la technologie venaient bien de Laurent. Il n'y avait pas de sauvegarde sur les serveurs. Il refusait d'en créer depuis une tentative de piratage survenue 6 mois plus tôt. Tout ce qui avait de la valeur était contenu dans ces documents physiques, annotés à la main, certains codés dans son propre langage technique qu'il était le seul à maîtriser. Alors que Laurent errait dans Lyon, sa disparition semait la panique dans les étages supérieurs de Moreau Tech. Les assistants tentaient de le joindre. Les actionnaires exigeaient des réponses. Damien, quant à lui, gardait un calme glacial. Il avait prévu ce scénario depuis longtemps. Il savait que Laurent finirait par craquer.
L'homme, malgré son génie, était trop solitaire, trop secret. Il n'avait jamais su créer de véritables alliances. Il avait éloigné sa fille, Amélie, depuis des années à cause d'un divorce amer. Il avait rompu avec presque tous ses amis. Il n'avait plus de garde-fou. Damien n'avait plus qu'à attendre que tout s'effondre autour de lui et à s'avancer, prêt à reprendre les rênes. Dans les couloirs de l'entreprise, une nouvelle ambiance régnait. Le personnel évitait de poser des questions. Chacun sentait que quelque chose de grave se préparait, mais personne n'osait en parler. Les rumeurs se multipliaient. Certains affirmaient que Laurent avait fui le pays, d'autres qu'il avait eu une crise cardiaque. D'autres encore disaient qu'il avait détruit ses propres travaux dans une crise de démence. La vérité, c'est qu'il n'était nulle part, ni chez lui, ni dans ses bureaux, ni à ses adresses secondaires. Il avait disparu, et avec lui la seule preuve qu'il restait de sa vision, de son autorité, de son rôle dans la création du projet Sentinelle. Pendant ce temps, Damien intensifiait ses efforts. Il réorganisait les équipes, prenait la parole dans les réunions stratégiques, rassurait les investisseurs et promettait une continuité sans faille. Il fit croire à tous que le projet Sentinelle allait être livré dans les temps, que les liens avec le gouvernement étaient solides, que la phase de validation finale était imminente. Il préparait une conférence de presse pour annoncer officiellement le changement de direction, prétextant que Laurent avait pris du recul temporairement pour des raisons de santé. Il savait que s'il réussissait à faire signer le contrat gouvernemental sans contestation, sa légitimité serait consolidée. À ce moment-là, peu importeraient les origines du projet. Le temps efface les traces, surtout dans les milieux où seuls les résultats comptent. Ce que Damien ne savait pas encore, c'est que la valise n'était pas perdue, qu'un garçon d'à peine 10 ans, sans domicile fixe, l'avait récupérée par hasard et conservée précieusement, et que ce garçon, ignorant tout des enjeux titanesques en jeu, avait décidé de retrouver Laurent Moreau. Parce qu'il croyait naïvement peut-être que quelque chose d'important dépendait de cette valise. Ce qu'aucun adulte n'avait osé faire, lui avait commencé à le faire. Marcher à travers Lyon, porter le poids d'un empire sans le savoir. Tandis que Damien manipulait les chiffres, Théo avançait un pas après l'autre, avec dans ses mains le cœur battant de Morotech. Théo n'avait jamais marché aussi longtemps en une seule journée. Ses jambes, maigres et couvertes de bleus anciens, le portaient avec difficulté alors que la nuit tombait sur les rues de Lyon. La valise de cuir noir pesait plus lourd à chaque pas, mais il refusait de s'en séparer. Il ne savait pas précisément ce qu'il allait faire, mais il sentait avec une détermination nouvelle que cette mission lui appartenait. Il avait tenté de faire ce que la logique imposait. Il avait essayé de remettre la valise à un agent de police, croyant naïvement que la justice suivrait. Il avait été rejeté sans ménagement. Aux yeux des adultes, il n'était qu'un enfant sale, avec un sac suspect. Alors il avait compris que s'il voulait que la valise retrouve son propriétaire, il devrait le faire seul. Le nom de Laurent Moreau ne signifiait rien pour lui quelques jours plus tôt. Mais maintenant, il résonnait dans sa tête comme un point fixe dans le chaos. Dans le désordre des papiers, Théo avait trouvé une vieille lettre, pliée avec soin, dont l'entête indiquait une adresse claire dans le quartier de Montplaisir. Le texte était tapé à la machine. Une lettre administrative banale en apparence, mais dans la marge, quelqu'un, peut-être Laurent lui-même, avait écrit une note à la main « Si tout échoue, va voir Amélie ». Théo avait relu cette phrase plusieurs fois. Il ne connaissait pas cette Amélie, mais la façon dont ces mots étaient formulés, presque en désespoir de cause, l'avait touché. Il avait mémorisé l'adresse de l'enveloppe et s'était mis en route. Ce n'était pas seulement un trajet d'un point à un autre, mais une traversée pleine d'incertitudes. Il n'avait jamais mis les pieds dans certains quartiers de la ville, surtout ceux où les vitrines étaient propres et les rues trop silencieuses. Chaque fois qu'il croisait le regard d'un passant, il ressentait le poids de sa différence. Mais il continuait, serrant les dents, motivé par quelque chose qu'il ne savait pas nommer. À Montplaisir, il se retrouva devant un petit immeuble aux volets fermés. Il observa les sonnettes, sans savoir exactement ce qu'il cherchait. Une femme âgée sortit d'un appartement voisin, tenant un sac de courses, et Théo lui demanda s'il s'agissait bien de l'adresse de M. Moreau. Elle le regarda longuement avant de répondre. Oui, elle connaissait Laurent. Il ne vivait plus là depuis un moment, mais elle se souvenait de lui. Et elle connaissait aussi le prénom Amélie, sa fille qu'il ne voyait plus depuis des années. Un conflit familial, dit-elle, sans entrer dans les détails. Elle lui tendit un petit bout de papier
avec une adresse griffonnée à la hâte. Une galerie dans le Vieux-Lyon. Apparemment, c'est là que la jeune femme travaillait. Puis elle lui souhaita bonne chance avec un regard mi-intrigué, mi-compatissant. Le lendemain matin, Théo s'était réveillé sous une bâche tendue entre deux arbres, dans un petit parc non loin de la place Bellecour. Il avait gardé la valise contre lui toute la nuit, par peur qu'on la lui vole. La fatigue le brûlait de partout, mais il ne voulait pas abandonner maintenant. Il mangea un reste de sandwich trouvé dans une corbeille propre et se remit en route. Traversant la Saône, il atteignit les ruelles pavées du Vieux-Lyon, où les touristes se faisaient rares en cette saison. Il suivit les numéros inscrits sur les portes jusqu'à trouver celle qu'il cherchait. Une vitrine poussiéreuse où était écrit « Atelier Amélie Moreau, art visuel et illustration ». Il resta figé un moment. Il n'avait pas réfléchi à ce qu'il allait dire. Une clochette sonna lorsqu'il poussa la porte. À l'intérieur, les murs étaient recouverts de tableaux aux couleurs vives, des formes abstraites et des portraits émouvants. Une femme, jeune, aux cheveux attachés négligemment et les mains tachées de peinture, sortit d'une pièce à l'arrière. Elle le regarda d'abord surprise puis méfiante. « Tu cherches quelque chose ?» demanda-t-elle sur un ton neutre. Théo prit une grande inspiration. « Je crois que c'est vous. »« Amélie Moreau ?» Elle haussa un sourcil. « Oui. Et toi, qui es-tu ?»« Je m'appelle Théo. J'ai trouvé une valise avec ce nom. » Il désigna la valise posée à ses pieds. « Laurent Moreau. Votre père, non ?» Le visage d'Amélie changea instantanément. Elle devint pâle. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle d'une voix plus basse. « Près d'un centre d'affaires. Elle était dans une benne. Je l'ai gardée parce que je pensais qu'elle était importante. J'ai essayé de la donner à la police, mais ils ne m'ont pas écouté. Alors j'ai cherché l'adresse sur une des lettres. Puis j'ai trouvé votre nom. » Elle s'approcha lentement de la valise, l'ouvrit et inspecta le contenu. Lorsqu'elle tomba sur la lettre avec la note manuscrite, elle s'assit brusquement sur une chaise. Elle resta silencieuse plusieurs minutes. Puis elle murmura plus pour elle-même que pour Théo. « Il allait mal, je l'ai senti, mais je pensais qu'il était trop fier pour sombrer comme ça. » Théo observa ses réactions avec attention. Il ne comprenait pas tout, mais il voyait bien que cette femme tenait encore à son père malgré ce qu'ils avaient vécu. Il ne posa pas de questions. Il la laissa relire les documents, feuilleter les pages, toucher les objets comme s'ils venaient d'un autre monde. Puis il dit simplement « Je crois qu'il faut le retrouver. Il a disparu. Les gens disent des choses étranges, et dans les papiers, on parle d'un contrat avec le gouvernement. Si quelqu'un d'autre prend ça, ce sera dangereux. » Amélie releva la tête. Elle le regarda avec un mélange d'étonnement et d'admiration. Ce garçon, sans toit, sans famille, avait compris ce que d'autres adultes auraient ignoré. Elle hocha la tête. « Tu as raison, on doit le retrouver, et vite. » Ce jour-là, Théo ne retourna pas dormir dehors. Amélie lui offrit une banquette dans l'atelier, une couverture propre et un bol de soupe. Il s'endormit presque aussitôt. Et pendant qu'il dormait, Amélie contacta discrètement des connaissances, chercha des indices, interrogea les rares collègues de son père qui répondaient encore à ses messages. Elle savait que le temps était compté, et que ce garçon, sorti de nulle part, était peut-être la clé pour sauver ce que son père avait construit, ou au moins empêcher qu'on le lui vole. Les jours qui suivirent se déroulèrent sous une tension croissante, tandis que Théo et Amélie progressèrent dans leur enquête sans plan prémédité. Amélie, bien que désireuse d'aider, était freinée non seulement par le choc de la redécouverte de son père, mais aussi par la mobilisation imprévue que représentait ce dossier. Elle ne pouvait se rendre visible aux yeux de l'entreprise de son père, déjà en pleine tourmente. Théo, quant à lui, vivait chaque instant avec la sensation d'être hors de son monde, mais aussi d'être désormais acteur d'un enjeu bien plus vaste que tout ce qu'il avait connu. Il ne dormait plus, mangeait rarement à sa faim, mais son regard était allumé et sa détermination intacte. Une matinée, alors que l'atelier d'Amélie s'emplissait d'un silence assourdissant, Théo fouilla à nouveau la valise avec précaution, élargissant sa recherche. Il sortit délicatement un petit carnet noir à l'aspect usé, dans lequel Laurent avait noté des réactions à chaud après des réunions de crise. Au milieu des pages griffonnées surgit une simple phrase, écrite à la hâte, « Si tout échoue, va jusqu'à Amélie ». Ces mots, déjà lus, n'avaient pas encore livré leur poids entier. La mention d'Amélie représentait sans doute plus qu'un recours. Cela signifiait que le lien entre le père et la fille avait été plus fort qu'il voudrait l'admettre, que derrière la façade de l'homme distant, il y avait une relation fragmentée,
mais réelle. En feuilletant encore, Théo tomba sur une enveloppe cachetée, sans timbre. Un tampon indiquait « Urgent personnel ». Le courrier était adressé à Laurent de la part d'une personne nommée B, initiale seule. Le contenu était simple mais lourd de sens. La lettre évoquait une fuite de données internes, un audit imminent et la nécessité de protéger les fichiers du projet Sentinelle. Rien dans la lettre ne mentionnait explicitement Damien ou le nom complet du rival, mais l'avertissement était clair. Gardez cette mallette et ne confiez rien tant que l'audit ne sera pas terminé. Cette note donnait à Théo un vertige comparable à celui d'un plongeur face à l'abîme. Il mesurait maintenant qu'il tenait bien plus qu'un dossier difficile. Il avait entre ses mains la preuve tangible d'un combat d'influence et d'intégrité, d'un pouvoir qui vacillait. Amélie, alertée par l'émotion du garçon, s'approcha. Elle lui demanda de lui montrer la lettre. Lorsqu'elle la lut, ses mains tremblèrent. Des larmes vinrent. Non pas de peur, mais de reconnaissance mêlée d'effroi. Elle savait que cette missive venait d'un ancien confrère de son père qui l'avait aidé longtemps auparavant. Elle reconnut l'écriture, légère mais ferme, qu'elle avait vue sur des échanges confidentiels dans le passé. Elle comprit que le message était adressé à Laurent avant sa chute, comme un dernier avertissement qu'il avait ignoré. Et maintenant cette valise, récupérée au fond d'une benne, contenait la dernière ligne de défense de son père. À ce moment précis, l'incertitude changea de nature. Jusqu'ici, Théo et Amélie avançaient sans vraiment savoir s'ils faisaient la bonne chose. Désormais, ils savaient qu'ils étaient pris dans une mécanique dangereuse. L'audit allait révéler des choses que l'entreprise ne pourrait ignorer. Le nom, les initiales, les enveloppes. Tout convergeait vers une conspiration interne, un sabotage méticuleux, une usurpation planifiée. Et le rival Damien, silencieux, était peut-être déjà en train de franchir les étapes finales de son ascension. Mais il n'avait pas de moyen direct de prouver quoi que ce soit dans l'instant. Le carnet, les lettres, la tablette verrouillée, tout constituait un puzzle sans la pièce centrale. Il pouvait avancer, collecter des indices, mais la reconnaissance officielle viendrait seulement au moment où le conseil d'administration ou les autorités prendraient conscience de l'affaire. Et pendant ce temps, Damien menait. Il signait des accords, envoyait des communiqués. Il se présentait comme celui qui tenait l'entreprise, salut organisé, légitimité affirmée. Amélie proposa de l'emmener chez elle, au moins le temps que la nuit tombe. Elle engouffra 2 bols de soupe, installa Théo sur un vieux canapé, apporta une couverture propre. Elle lui dit, comme pour briser un silence devenu trop lourd, « Nous devons agir vite ». Et Théo, bien que craignant le monde des adultes, sentit une énergie nouvelle l'envahir. Il ne voulait pas seulement rendre une valise, il voulait réparer quelque chose, donner un sens à une vie qui jusque-là avait été de survie. Il voulait prouver que même un garçon sans toit pouvait avoir un rôle, que même l'invisible pouvait obtenir une voix. La nuit vint. Lyon, endormie, semblait différente. Les grandes tours de bureaux brillaient encore, les fenêtres éclairées comme des veines d'une organisation sans faille. Mais derrière ces façades lisses se jouait un chaos silencieux. Théo regarda par la fenêtre de l'atelier, observant les passants emmitouflés, les voitures passant, les ombres mouvantes. Il comprit qu'il ne redeviendrait jamais celui qu'il était, qu'il n'était plus simplement un vendeur de bonbons du métro. Il était devenu gardien d'un secret. Il respirait un air plus lourd, chargé de responsabilité et de peur. Il regarda Amélie, qui cherchait des noms dans son carnet d'adresses, appelait un contact resté fidèle à son père. Les minutes s'égrenaient. Ils établirent un plan sommaire. Identifier où se trouvait Laurent, comprendre pourquoi il avait disparu, vérifier les documents de la valise. Ils décidèrent aussi que Théo ne retournerait pas seul dans la rue ce soir-là. Amélie lui proposa un lit improvisé dans la salle d'exposition. Théo accepta, assis sur le canapé, tenant la lettre dans ses mains. Il la lut encore une fois, ses doigts effleurant les mots imprimés. Il sentit la gravité de la situation. Le courrier ne contenait pas simplement une demande, il contenait un ultime appel au secours. Et maintenant, celui-ci était confié à un enfant. Avant de s'endormir, Théo pensa à sa vie antérieure, aux boîtes en carton, aux couloirs du métro, aux regards qu'il ignorait. Il pensa à cette valise qu'il avait ramassée comme on ramasse une bouteille à la mer, et il pensa à ce détail révélateur, ses initiales B, la mention Amélie, l'audit imminent. Il sentit que le point de non-retour était atteint. Demain, tout pourrait basculer. Il s'endormit avec cette phrase dans la tête. « Je dois le faire ». Et quand le sommeil vint,
Il fut peuplé de silhouettes floues, d'images de bureaux et de couloirs, de rencontres manquées. Mais il ne rêva pas. Il attendit le réveil. Un réveil chargé de promesses et de défis. Le réveil fut brutal. Le jour se levait sur Lyon dans un gris métallique et glacial, et dans l'atelier d'Amélie, la tension flottait comme un soupçon invisible, mais irréfutable. Les documents avaient été réexaminés durant la nuit, chaque feuille retournée, chaque mot souligné, chaque croquis comparé. Mais ce qu'ils avaient découvert jusqu'à présent ne suffisait pas. Il fallait agir. Pourtant, à l'extérieur, une autre force entrait en scène. Damien Carrel, jusqu'à présent dans l'ombre, avançait ses pions avec une précision chirurgicale. Damien avait prévu cette situation depuis des mois. Il connaissait les faiblesses de Laurent Moreau, savait qu'il s'épuisait, qu'il s'isolait, qu'il perdait pied. Il avait analysé les circuits financiers de l'entreprise, repéré les alliances fragiles, les contrats vacillants, les investisseurs fébriles. Il avait également, dans la discrétion totale, utilisé des intermédiaires pour acquérir certains brevets concurrents, préparé des accidents de parcours qui mettraient la priorité du projet Sentinelle à risque. Il était prêt à intervenir. Et voilà que la disparition de Laurent et la valise oubliée offraient une ouverture qu'il ne pouvait laisser passer. Dès l'aube, Damien déclara officieusement aux membres du conseil que Laurent avait pris un congé de longue durée pour des raisons personnelles. Il annonça que le travail continuait sous sa supervision et que la signature finale du contrat avec le gouvernement français était prévue d'ici quelques jours. Il envoyait aux médias internes de l'entreprise une photo de lui dans une salle de réunion moderne, avec un air déterminé. Il s'assurait que tous les communiqués parlaient désormais de lui comme du leader de transition. Il fit publier une note interne soulignant que la gestion avait été transférée à une nouvelle équipe d'urgence. Il savait bien qu'il jouait un jeu d'ombre, mais le temps jouait en sa faveur. Dans le même temps, il intensifia les démarches auprès des investisseurs. Il organisa une réunion privée au Palais de la Bourse à Paris, fit parvenir des documents préparés à la hâte mais convaincants, du type extrait de bilan, projections optimistes, index de croissance, tout ce qu'un chef d'entreprise en crise voudrait entendre. Il rassura certains partenaires clés en leur promettant que l'entreprise saurait se relever, que le projet Sentinelle serait livré en temps voulu, que la direction était redevenue stable. Il traitait déjà en coulisses avec des avocats, des sociétés de relations publiques, des banques d'investissement. Il laissait peu de place à la contestation. À l'échelle interne de Morotech, plusieurs cadres furent contactés et invités à signer des accords de confidentialité et de non-divulgation, sous la menace implicite que le contrat pourrait être annulé si la chaîne de commandement n'était plus reconnue. Certains hésitèrent, d'autres acceptèrent, effrayés par la perspective d'un échec. Damien s'arrangeait pour faire fuir ceux qui étaient fidèles à Laurent, pour les remplacer par des exécutifs plus malléables. Un glissement subtil, mais irréversible. Le réseau de loyauté que Laurent avait tissé s'effritait sous la pression silencieuse mais constante. Pendant ce temps, Théo et Amélie travaillaient sans relâche pour retrouver Laurent et faire entendre leur voix, mais dans le monde extérieur, ils étaient invisibles. Théo venait de frissonner en découvrant que plusieurs messages internes adressés à Laurent avaient été redirigés automatiquement vers un dossier absent temporairement. Il sentit que le piège se refermait. Il réalisa qu'en dépit de son jeune âge, il faisait face à un adversaire redoutable, un homme qui possédait toutes les ressources du pouvoir légal, financier, médiatique. Damien avait l'avantage du nombre, de l'accès, de la crédibilité. Théo n'avait qu'une valise, une adresse et la force fragile de son innocence. Un après-midi, alors que la lumière déclinait et que le ciel devenait mauve sur les toits de Lyon, Amélie et Théo s'introduisirent dans les services administratifs de l'entreprise par un contact discret qu'elle avait. Ils consultèrent les registres de direction, les mouvements de certificats d'action, les transferts de propriété interne. Ils virent que l'entreprise était désormais explicitement orientée vers un nouveau cadre, que Damien prenait officiellement le rôle de directeur opérationnel par intérim, avec pour mission affichée de redresser l'entreprise. Chaque document qu'il regardait confirmait ce qu'il pressentait, le coup était en marche. Damien n'avait plus qu'à faire signer un document final, ce contrat billionnaire avec le gouvernement français, pour rendre son autorité incontestable. La nuit suivante, Théo, dans l'atelier d'Amélie, posa la même question qu'il avait déjà posée à Laurent sans encore avoir rencontré ce dernier. Que devons-nous faire maintenant ?
Amélie ne répondait pas tout de suite. Elle regardait la valise, le carnet, la lettre, puis elle dit « Nous devons obtenir la preuve que le projet Sentinelle appartient à mon père. » Théo hocha la tête. Il savait que ce serait dangereux. Il savait qu'il pourrait être repéré. Il savait qu'il ne possédait aucune autorité, aucun mandat. Mais en cet instant, il choisit de croire qu'il pouvait faire la différence. Il pensa à ses nuits froides sur les cartons, aux passants qui ne le voyaient pas, aux regards qui l'évitaient. Et il ressentit une colère silencieuse. Si personne ne l'avait vu, il se verrait lui-même. Le temps s'égrenait de façon implacable. Le jour du contrat approchait. Théo devait décider s'il fallait agir immédiatement ou attendre d'avoir plus de preuves. Amélie lui expliqua que l'attente pourrait tout faire échouer. Chaque minute donnait à Damien l'occasion de finaliser les signatures, de déplacer les témoins, de rendre l'affaire irréversible. Ils ne pouvaient plus hésiter. Ils décidèrent de se rendre à l'immeuble où Laurent avait son ancien bureau, en pleine zone d'affaires de Lyon, un bâtiment ultra sécurisé, aujourd'hui verrouillé. Il leur fallait y récupérer un ultime document papier, une version signée du dépôt de brevet du projet Sentinelle, que Laurent avait conservé dans un tiroir discret. Il savait que passer par la voie officielle serait risqué, qu'il pourrait être arrêté ou simplement écarté. Mais c'était leur plan. Tard le soir, ils se glissèrent dans le hall du bâtiment, profitant d'un moment de confusion à l'entrée, un changement d'équipe de sécurité. L'ascenseur les mena jusqu'au 10e étage, couloir désert, lumière tamisée. Ils ouvrirent la porte de l'ancien bureau de Laurent, la serrure était toujours fonctionnelle. À l'intérieur, tout semblait figé. Des feuilles étaient empilées, des tasses vides. Ils cherchèrent rapidement. Théo ouvrit un tiroir et trouva un dossier marqué « Sentinelle confidentiel ». Il l'ouvrit, ses mains tremblantes, et découvrit ce qu'il cherchait, le titre de propriété du brevet, les signatures, le cachet officiel. Un document daté de 6 mois plus tôt, qui liait formellement le projet à Morotech, et donc à Laurent plus personnellement qu'à aucun autre dirigeant. Ils avaient retrouvé la preuve. Mais au moment où Théo allait refermer le tiroir, une alarme retentit dans le couloir. Une lumière rouge clignota. Une voix grave annonça « Intrusion signalée, veuillez rester sur place ». Le temps s'arrêta. Théo sentit son cœur s'emballer. Amélie lui attrapa le bras. « On doit partir », chuchota-t-elle. Mais ils étaient déjà repérés. Une silhouette au bout du couloir approchait. Le jeu venait de changer. Damien, en amont, avait anticipé cette manœuvre et avait fait renforcer la sécurité de nuit. Le piège s'était refermé. Le rival était là, plus près qu'il ne l'avait imaginé. Et dans ce couloir sombre, Théo sut que ce moment serait crucial. Il savait que s'ils étaient pris maintenant, tout serait perdu. Il sentit que la valise, le dossier, tout ce qu'ils avaient construit jusqu'à présent pourrait s'effacer en un instant. Mais il sentit aussi que s'ils partaient maintenant, ils pourraient sauver ce qui restait, prendre la preuve, la rendre publique, lever la main et dire qu'ils ne fuyaient pas l'injustice. Ils ne savaient pas encore ce qu'ils allaient en faire, mais ils savaient que ce couloir silencieux devant l'entrée de l'ascenseur resterait à jamais gravé dans sa mémoire. Le retour du rival n'était pas seulement une manœuvre financière, c'était un affrontement direct, et Théo, l'enfant que la ville avait oublié, venait de se retrouver en plein cœur de la bataille. L'instant qui suivit l'alerte fut un enchaînement de mouvements précipités, guidés par l'instinct de survie. Théo, qui tenait fermement le dossier confidentiel dans ses bras, lança un regard à Amélie. Elle le fixa une demi-seconde, puis hocha la tête. Ils coururent ensemble dans le couloir silencieux, les semelles battant contre le sol ciré du 10e étage sans se retourner. L'ascenseur était trop risqué. Ils repérèrent une porte d'escalier de service et s'y engouffrèrent. L'écho de leurs pas résonnait dans la cage métallique alors qu'ils descendaient à toute vitesse. 2 étages plus bas, ils croisèrent une autre sortie, mais une lumière clignotante indiquait que la sécurité était déjà en route. Ils continuèrent leur descente, essoufflés, le cœur battant à toute allure. Une fois dehors, ils se faufilèrent dans une ruelle perpendiculaire, laissant derrière eux le bâtiment qui, quelques heures plus tôt, n'était qu'un souvenir du passé de Laurent. La nuit les recouvrait, leur offrant une discrète protection. Le dossier contre la poitrine, Théo marchait sans un mot. Il avait eu peur, mais une peur qui le rendait plus solide, plus déterminé. Ils retournèrent à l'atelier d'Amélie sans croiser personne. La lumière jaune de l'enseigne artistique contrastait avec l'obscurité ambiante, comme une invitation au calme. Mais le répit fut bref. À peine la porte fermée, Amélie s'effondra sur une chaise. On ne pourra plus faire un pas de plus sans être repéré,
dit-elle. Théo hocha la tête. Il ouvrit lentement le dossier et en sortit le document clé. La preuve que le projet Sentinelle appartenait bel et bien à Laurent, signé de sa main, estampillé, authentifié. Le brevet déposé au nom de Morotech sous l'impulsion de son fondateur. Le papier tremblait légèrement entre les doigts du garçon. Amélie le prit, le relut 3 fois, puis déclara « On peut maintenant le prouver, mais on ne peut pas le faire seul. » Ils passèrent une partie de la nuit à contacter des personnes qui pourraient les aider. Anciens collaborateurs de Laurent, journalistes indépendants, contacts juridiques qu'Amélie avait gardés depuis l'époque où elle était encore impliquée dans la sphère familiale. Les réponses étaient timides, prudentes. Personne ne voulait se mouiller. Le nom de Damien circulait, accompagné d'une réputation de pression et de représailles. À l'intérieur de l'entreprise, ceux qui auraient pu parler avaient peur pour leur poste, leur réputation, leur avenir. L'isolement grandissait, même avec la vérité entre leurs mains. C'est alors que Théo eut une idée. Il se souvint de la note manuscrite trouvée dans la valise, celle où Laurent avait écrit « Si tout échoue, va jusqu'à Amélie ». Cela signifiait que son père avait envisagé une situation comme celle-ci. Il avait laissé une porte de sortie. Soudain, Théo comprit qu'il ne cherchait pas seulement à prouver la paternité du projet Sentinelle. Il devait retrouver Laurent lui-même. Lui seul, en tant que signataire du brevet et fondateur légitime de Morotech, pouvait arrêter Damien. Amélie hésita. Elle n'avait pas parlé à son père depuis des années. Leur dernière conversation s'était terminée en dispute violente, pleine de reproches, de silence, de douleur. Mais quelque chose dans la détermination de Théo brisa cette résistance. Il devait le retrouver. Ils avaient déjà le point de départ. La valise avait été trouvée près du centre d'affaires, ce qui signifiait que Laurent s'y était rendu dans un moment de détresse. Ils refirent le parcours, tentèrent d'imaginer son état d'esprit, demandèrent dans les environs. Aucun indice. Pendant 2 jours, ils écumèrent la ville. Hôpitaux, refuges, centres d'aide. Aucun Laurent Moreau n'était enregistré nulle part. Ils fouillèrent les quartiers où il avait vécu, interrogèrent d'anciens voisins. Tous avaient entendu parler de sa disparition, mais aucun ne savait où il avait pu aller. Un soir, alors qu'ils rentrèrent de bredouille, Amélie se rappela soudainement un détail. « Quand j'étais petite, dit-elle, il m'emmenait parfois dans un vieux centre d'aide qu'il finançait anonymement, un abri pour sans-abri dans le quartier de Vèze. Il disait que c'était un endroit où personne ne posait de questions. Je n'y ai jamais remis les pieds. » Théo leva la tête. Pour la première fois depuis qu'ils avaient commencé cette quête, ils avaient une vraie piste. Le lendemain matin, ils prirent le tram jusqu'à Vèze. Le quartier, en cours de transformation urbaine, conservait encore des recoins oubliés. L'abri se trouvait au fond d'une allée, à peine signalée par une plaque rouillée. À l'intérieur, l'atmosphère était silencieuse. Une bénévole, visiblement habituée aux histoires complexes, les accueillit avec méfiance. Lorsqu'Amélie demanda si un certain Laurent Moreau était passé récemment, la femme parut hésiter. « On ne demande pas les noms ici, dit-elle, mais il y a bien un homme qui correspond à votre description. Il ne parle à personne. Il dort dans le fond près des radiateurs. » Ils la remercièrent et s'avancèrent doucement. Théo fut le premier à le voir. Assis contre un mur, vêtu d'un manteau déchiré, les yeux fixés dans le vide. Les traits tirés, la barbe grisonnante, mais le regard reconnaissable. Laurent Moreau. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines. Il ne remarqua pas tout de suite leur présence. Amélie s'approcha lentement. « Papa ?» murmura-t-elle. Il tourna la tête, les yeux embués, comme s'il voyait un fantôme. Puis il se leva difficilement. « Je suis désolé, » dit-elle, la voix brisée. Il ne répondit pas. Puis Théo fit un pas en avant. Il ouvrit la valise qu'il portait toujours avec lui. Il en sortit le carnet, le brevet, la lettre. Il l'étendit à Laurent. « On a tout retrouvé. C'est pour vous. C'est à vous. » Le vieil homme resta immobile. Théo ajouta doucement, les yeux brillants. « C'était ça que vous cherchiez, non? C'est ça que vous vouliez retrouver ?» Laurent attrapa lentement les papiers. Il les regarda un à un. Ses mains tremblaient. Puis, sans prévenir, il posa une main sur l'épaule de Théo. Aucun mot, juste un contact, un geste de reconnaissance. Il se laissa tomber sur une chaise, ferma les yeux et murmura enfin « Je croyais que c'était fini ». Amélie s'assit à côté de lui. « Ce n'est pas fini. Pas tant que tu peux parler. Pas tant que tu peux prouver que c'est toi qui as créé tout ça. » Elle montra les documents. « On a besoin de toi, papa.
Et quelqu'un d'autre a besoin de toi aussi. Elle désigna Théo. Laurent se tourna vers le garçon. Pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Léger, fatigué, mais sincère. Cette nuit-là, ils restèrent à l'abri. Théo dormit dans une chambre provisoire, au chaud, pour la première fois depuis des semaines. Laurent et Amélie parlèrent longtemps, à voix basse. Le passé, les regrets, la chute, mais surtout l'avenir. Le lendemain, ils partiraient ensemble, pour faire face, pour sauver ce qu'il restait à sauver. Le lendemain matin, l'air était plus sec, plus froid, et plus chargé d'une tension difficile à nommer. Théo, Laurent et Amélie sortirent du centre d'accueil de Vèze sans échanger beaucoup de mots. Ils savaient, tous les trois, que ce jour n'aurait rien de banal. Le père marchait lentement, affaibli, mais son regard avait changé. Il n'avait plus l'air d'un homme au bord de l'abandon. Sa posture était encore bancale, mais une résolution nouvelle traversait chacun de ses mouvements. Il n'était plus seulement un fugitif ou un PDG disparu. Il était redevenu un acteur. En marchant à côté de sa fille et du garçon qui avait retrouvé sa valise, il prenait conscience que tout ce qu'il avait construit ne tenait plus qu'à une dernière initiative. Amélie avait préparé un plan. Elle avait passé la nuit précédente à répertorier chaque preuve collectée, à ranger chaque document, à classer les données selon leur potentiel d'impact. Le brevet original, les notes manuscrites de Laurent, la lettre d'alerte reçue par un ancien collègue loyal et même une copie des échanges internes interceptés où Damien laissait entendre qu'il présenterait le projet Sentinelle comme son propre travail. Chaque pièce était importante, mais aucune ne suffirait sans l'appui de Laurent en personne. En parallèle, la situation dans les bureaux de Morotech s'intensifiait. Damien avait convoqué une réunion exceptionnelle dans le but de finaliser l'accord avec les représentants du gouvernement. Ce contrat représentait plusieurs centaines de millions d'euros. Un partenariat stratégique entre la technologie privée et la sécurité nationale. Il savait qu'en obtenant cette signature, il verrouillerait définitivement son pouvoir. Les membres du conseil d'administration, longtemps fidèles à Laurent, commençaient à basculer sous l'effet combiné de la peur, de l'incertitude et de la promesse de continuité que Damien proposait. Des journalistes économiques avaient commencé à poser des questions. Où était passé Laurent Moreau? Pourquoi ce silence? Pourquoi Damien Carrel avait-il subitement pris la direction sans conférence de presse officielle? Dans l'entreprise, les employés parlaient à voix basse dans les couloirs. Les ingénieurs de haut niveau échangeaient des regards inquiets. Certains savaient que la version actuelle du projet Sentinelle n'était qu'un assemblage approximatif du travail de Laurent. Mais sans preuve, sans personne pour le dire ouvertement, il restait silencieux. C'est dans ce climat de tension que Laurent, Amélie et Théo décidèrent d'agir. Mais dès qu'ils sortirent du tram à quelques pâtés de maison du siège de Morotech, ils comprirent que la tâche serait plus difficile que prévu. 2 hommes en costume les observaient depuis l'entrée. Des agents de sécurité, engagés par Damien, avaient reçu pour instruction d'interdire toute tentative de perturbation. Amélie s'arrêta brusquement, puis glissa à son père. « Tu n'entreras pas par la grande porte. Il faut qu'on contourne. » Ils prirent alors une ruelle étroite et atteignirent l'arrière du bâtiment. Là, un ancien employé fidèle à Laurent, un technicien informatique du nom de Hugo, les attendait. Il avait conservé un badge d'accès au sous-sol technique. Sans poser de questions, il les fit entrer par une porte de service. À l'intérieur, l'atmosphère était presque clinique. Couloir blanc, caméra de surveillance, badge magnétique à chaque point d'accès. Hugo les guida jusqu'à un ascenseur secondaire. En chemin, Théo gardait contre lui la copie papier du brevet, tandis qu'Amélie portait un sac contenant la tablette et les lettres. À l'étage administratif, ils s'arrêtèrent devant la salle de conférence principale. Derrière la porte, on entendait des voix graves, des présentations, des rires discrets. Damien était à l'intérieur, entouré de hauts fonctionnaires, présentant sa vision de l'avenir. Laurent serra les poings. Théo l'observa. Le vieil homme respirait lentement, comme pour contenir un mélange de colère, de honte et de courage. Amélie entra en premier. Les regards se tournèrent envers elle, surpris. Puis Laurent la suivit, immédiatement reconnu. Un silence s'abattit. Damien, au bout de la table, se figea. Il se leva lentement, tentant de garder son calme. « Laurent, tu es là, » dit-il, avec un sourire qui ne trompait personne. « On était justement en train de finaliser le contrat. Tu aurais pu nous prévenir. » Laurent ne répondit pas.
Il sortit lentement les documents de la valise, les étala sur la table. « Ce projet est à moi. Ce brevet est enregistré à mon nom. Voici les preuves. Voici les dates, les schémas, les lettres. Tout ce que vous présentez là est basé sur mon travail, développé depuis des années. » Un murmure parcourut la salle. Damien tenta de reprendre le contrôle. « Laurent, tu n'as pas été là depuis des semaines. Tu as abandonné ton poste. Tu n'es plus en état de diriger quoi que ce soit. » Mais c'est alors que Théo s'avança. Il sortit un petit téléphone de sa poche. « J'ai enregistré une vidéo, dit-il. Monsieur Moreau y explique tout. Il parle du projet, des trahisons, des preuves. » Amélie connecta l'appareil à l'écran central de la salle. L'image apparut. Laurent, assis dans l'atelier, la veille au soir, expliquant calmement, point par point, le déroulement de la manipulation. Le visage de Damien se décomposa. Plusieurs membres du conseil se regardèrent. Un des représentants du gouvernement exigea immédiatement l'interruption de la réunion. Les minutes suivantes furent chaotiques. Un avocat de l'entreprise demanda à consulter les documents originaux. Les fonctionnaires téléphonèrent à leurs supérieurs. Damien tenta de défendre sa position, parlant de stratégie de continuité, de gestion de crise, de décision d'urgence. Mais la vérité était désormais trop visible. Les journalistes, alertés anonymement par Amélie 1 heure plus tôt, commencèrent à arriver devant le bâtiment. Théo, resté en retrait, observait tout. Il ne comprenait pas tous les termes juridiques, mais il voyait bien que quelque chose avait changé. Pour la première fois, les adultes l'écoutaient. Ils le regardaient. Il n'était plus invisible. Laurent, épuisé, s'assit en silence. Il n'avait pas triomphé, mais il avait empêché le pire. Damien, lui, fut prié de quitter la salle sous escorte, en attendant une enquête interne. En sortant, Théo leva les yeux vers la façade du bâtiment. Il ne savait pas ce qui allait se passer maintenant. Il ne savait pas encore que son visage apparaîtrait bientôt dans les journaux, que sa photo serait reprise sur les réseaux sociaux, que les médias raconteraient son histoire. Il savait seulement une chose. Il avait accompli ce qu'il s'était promis. Il avait ramené la vérité. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il n'était plus seul. L'écho des derniers événements résonnait encore dans la tête de Théo, alors qu'il descendait les escaliers du bâtiment de Morotech, entouré d'Amélie et de Laurent. L'agitation autour d'eux ne faiblissait pas. Des journalistes massés à l'entrée tentaient de leur poser des questions. Des flashs illuminaient leur passage. Des agents de sécurité tentaient de contenir la foule. Mais Laurent refusait de parler à la presse pour le moment. Il n'était pas encore prêt. Trop de choses restaient floues, trop de blessures à peine recousues. Il fallait avant tout un lieu sûr, un endroit pour réfléchir, se réorganiser, reprendre le contrôle sans être assiégé de toutes parts. Ils quittèrent discrètement le quartier d'affaires par une voiture conduite par Hugo, le technicien fidèle. À bord, personne ne parlait. Théo, assis entre Amélie et Laurent, serrait les bras contre lui, fatigué mais éveillé, encore sous l'effet d'une tension continue. Ce qu'ils venaient de faire avait mis fin à une manipulation interne de grande envergure, mais cela n'avait pas encore tout réglé. Damien était hors jeu, mais d'autres forces s'activaient déjà en coulisses. Le conseil d'administration restait divisé. Le gouvernement exigeait des clarifications. Les avocats entraient en scène. L'enquête prendrait du temps. Il fallait s'organiser pour les prochains jours. Laurent demanda une halte. Il dit qu'il connaissait un endroit où il pourrait rester quelques heures. Amélie le regarda, surprise. Il parla d'un ancien centre de secours qu'il avait lui-même contribué à financer des années plus tôt, avant que sa fortune ne le rende plus distant. Un lieu discret, oublié des grands circuits de gestion sociale. Théo reconnut immédiatement le nom. C'était là même qu'ils avaient quitté après avoir retrouvé Laurent. Le bâtiment en question, une ancienne école désaffectée reconvertie en refuge, se dressait à la limite de la ville, non loin des voies de chemin de fer et des entrepôts abandonnés. Lorsqu'ils arrivèrent, il n'y avait presque personne. Une pluie fine tombait sur les tuiles abîmées du toit, et la lumière du jour filtrait à peine à travers les nuages. Le bâtiment semblait désert, comme si le monde entier avait oublié son existence. La bénévole de l'autre jour n'était pas là. Une autre femme, plus jeune, les accueillit avec un regard prudent, mais sans hostilité. Elle reconnut immédiatement Laurent. « Vous êtes le monsieur de la valise, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à Théo en souriant doucement. Le garçon hocha la tête. Ils furent conduits dans une petite pièce à l'étage, équipée de 3 matelas posés à même le sol, une lampe portative et un vieux radiateur électrique. Rien de luxueux,
Mais l'endroit avait un calme que ni le métro ni les bureaux de Morotech n'auraient pu offrir. Ils s'y installèrent. Amélie sortit les documents de son sac, les étala sur le sol. Elle voulait vérifier une dernière fois que tout était prêt pour l'audition prévue avec les autorités économiques. Elle avait reçu un message de l'Agence de régulation du numérique. Laurent devait se présenter dans 48 heures, avec toutes les preuves qu'il prétendait détenir. Théo se leva et regarda par la fenêtre. Le paysage industriel s'étendait devant lui, gris, monotone. Pourtant, dans ce décor abandonné, il ressentait une certaine paix. C'était le seul endroit où il n'avait pas à justifier sa présence. Il n'y avait ni regard méprisant, ni ordre, ni menace. Juste un abri, même temporaire. Laurent s'assit à côté de lui, un geste rare. « Tu m'as sauvé », dit-il sans détour. Théo ne répondit pas. Il regardait encore dehors. Il ne cherchait pas les remerciements. Il avait agi parce que c'était nécessaire, parce que personne d'autre ne l'aurait fait. Ils parlèrent peu ce jour-là. Le silence faisait partie de la reconstruction. Amélie se plongea dans les textes de loi, les procédures. Laurent dormit plusieurs heures. Théo resta éveillé, la valise à ses pieds, comme une relique de tout ce qu'ils avaient traversé. En fin d'après-midi, alors que le soleil perçait un peu à travers les nuages, quelqu'un frappa à la porte. C'était Hugo. Il avait amené un ordinateur portable et une clé USB contenant des enregistrements internes de réunion, montrant Damien en train de manipuler des chiffres, détourner les intentions des équipes, effacer certaines traces du travail de Laurent. Ces vidéos complétaient le dossier. Elles montrèrent la stratégie de Damien dans sa progression. Théo les visionna en silence. Une séquence attira son attention. Damien, assis dans une salle de réunion, décrivant Sentinelle comme un projet dont la conception avait été initiée collectivement, sans auteur unique. Un mensonge flagrant. Ce passage pouvait faire toute la différence. Il fut ajouté au dossier principal. Le soir venu, le refuge accueillit quelques sans-abri supplémentaires. L'un d'eux, un homme âgé, reconnut Laurent. Il n'avait jamais su qu'il s'agissait d'un PDG. Il se souvenait juste de lui comme de l'homme en costume qui laissait toujours des enveloppes dans la boîte à dons. Laurent baissa la tête, gêné. Théo écoutait. Il comprenait, petit à petit, que cet homme qu'il avait d'abord perçu comme distant et inaccessible était bien plus humain que ce que l'image publique avait toujours montré. Ils dînèrent d'un plat simple préparé par les bénévoles, soupe, pain, fruits. Ce n'était pas un banquet, mais ce fut le premier vrai repas partagé ensemble depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Autour de la table branlante, les rôles semblaient flous. Amélie n'était plus seulement une fille en colère, Laurent n'était plus un directeur en déroute, et Théo n'était plus un enfant errant. Ils étaient devenus une équipe, une alliance née de l'improbable. Avant de se coucher, Théo demanda s'il pouvait écrire une lettre. Amélie lui donna un carnet. Il resta assis dans un coin, écrivant lentement. Il ne savait pas encore à qui il adresserait cette lettre, mais il sentait qu'il avait des choses à dire, pas seulement sur ce qu'il avait vécu, mais sur ce qu'il avait compris, sur ce que cela signifiait d'avoir une voix, une responsabilité. Il ne voulait pas raconter une belle histoire, il voulait raconter une histoire vraie, avec ses ombres, ses failles et ses moments de courage ordinaires. Lorsque la lumière s'éteignit enfin dans la pièce, il restait encore tant de choses à régler. L'enquête judiciaire n'avait pas commencé. Le conseil d'administration n'avait pas encore acté officiellement la destitution de Damien. Les médias attendaient une prise de parole, et le contrat gouvernemental devait être revu à la lumière des nouvelles preuves. Mais rien de tout cela n'inquiétait Théo cette nuit-là. Il dormait, la valise à ses côtés, comme un enfant qui avait retrouvé un toit. Pas seulement un toit de briques et de tuiles, mais un abri fait de confiance. Un abri bâti sur les choix qu'il avait faits. Le jour suivant commença dans une tension sourde. La lumière perçait à peine les nuages suspendus au-dessus de Lyon, et dans la pièce du refuge où Théo, Amélie et Laurent s'étaient installés, chaque mouvement était minutieusement mesuré. Le calme apparent du matin contrastait violemment avec l'urgence de leur situation. L'Agence de régulation du numérique avait avancé son audition de 24 heures. Ils n'avaient donc plus 2 jours pour préparer leur défense, mais seulement quelques heures. L'enjeu était monumental. Empêcher que les accords signés en hâte par Damien ne soient entérinés. Pire encore, des rumeurs circulaient selon lesquelles le ministère de la Défense envisageait de finaliser la signature dans la journée même. Une fois les documents validés, il serait presque impossible de revenir en arrière, même avec des preuves. Laurent reçut un appel à 7 heures du matin.
La secrétaire d'un ancien collègue, resté loyal, lui annonça que Damien était déjà en route pour le ministère. Il avait réussi à obtenir un rendez-vous privé, évitant les circuits administratifs normaux, et comptait faire valider un protocole d'accord en l'absence de toute opposition officielle. Théo, à l'écoute de la conversation, sentit son cœur se serrer. Il n'avait plus de marge. Il fallait bouger immédiatement. La ville était grande, les bureaux du ministère se trouvaient à plusieurs kilomètres du refuge et la circulation aux abords de la presqu'île allait être dense. Aucun taxi ne voulait les prendre sans réservation. Aucun transport public n'était assez rapide. Ils durent marcher jusqu'au métro, puis courir pour attraper un tram. Dans le tram bondé, Amélie ouvrit son sac et vérifia une dernière fois les documents. Le brevet, la lettre d'alerte, les notes manuscrites, les vidéos fournies par Hugo et la déclaration préparée pendant la nuit. Tout était classé. Elle les relisait, les annotait encore comme pour se rassurer. Laurent, quant à lui, gardait le silence. Il semblait absorbé par un dialogue intérieur qu'il ne partageait pas. Son visage trahissait l'épuisement, mais aussi une sorte de détermination inaltérable. Il savait que la moindre erreur, la moindre hésitation pourrait faire basculer définitivement le destin de Morotech. Théo regardait par la fenêtre. Le paysage défilait trop lentement à son goût. Il sentait le temps leur échapper, minute après minute. Chaque arrêt du tram le rendait plus nerveux. Il se leva brusquement. « On descend ici. On court, » dit-il. Amélie le suivit sans discuter. Laurent mit quelques secondes à réagir, mais finit par les suivre. Ils coururent à travers les trottoirs étroits, entre les vélos, les passants, les kiosques à journaux. Amélie trébucha une fois, manquant de tomber, mais se releva aussitôt. Théo connaissait la ville mieux que quiconque. Il la guidait à travers les raccourcis, les parkings, les passages piétons, les ruelles cachées. Ils arrivèrent devant le ministère de la Défense à 9h40. L'entrée principale était gardée par 2 policiers. Laurent s'avança, présenta sa carte d'identité. Les agents le reconnurent, mais lui expliquèrent qu'il n'était pas attendu et que sans rendez-vous, l'accès était impossible. Amélie tenta de plaider la cause, mais rien n'y faisait. C'est alors que Théo sortit un téléphone, le même avec lequel il avait enregistré la vidéo précédente. Il lança un enregistrement en direct. Face à l'écran, il déclara d'une voix posée « Je m'appelle Théo, j'ai 10 ans. J'ai trouvé une valise dans une benne, avec dedans les preuves qu'un projet militaire français allait être signé au nom du mauvais homme. » Il montra ensuite Laurent. « Voici le vrai auteur. Il est ici, devant le ministère, et on refuse de le laisser entrer. » En moins de 5 minutes, la vidéo fit le tour des réseaux sociaux. Amélie la partagea immédiatement depuis son propre compte. Plusieurs journalistes la relayèrent dans la foulée. Un journaliste indépendant, déjà au courant du scandale potentiel, était à proximité et accourut. Il reconnut Théo, l'avait vu sur la photo transmise par un contact de Morotech. Il se mit à filmer. Une demi-douzaine d'autres le rejoignirent. En moins de 10 minutes, l'entrée du ministère était encerclée par des caméras. Les policiers, pris de court, durent se résoudre à appeler un supérieur. Celui-ci, alerté de la situation et craignant un scandale politique, ordonna l'entrée immédiate de Laurent et de ses accompagnateurs. À l'intérieur, ils furent conduits dans une salle de réunion au 4e étage. La pièce était froide, impersonnelle, avec une table ovale et des fauteuils de cuir noir. 2 représentants du ministère les attendaient, visiblement tendus. L'un d'eux venait de raccrocher avec Damien. « Monsieur Carrel affirme avoir autorité pleine et entière pour signer l'accord, » dit-il. Laurent ne répondit pas immédiatement. Il sortit simplement les documents, les posa sur la table, puis tendit l'enregistrement vidéo. Amélie prit le relais et exposa calmement les faits dans un discours structuré appuyé sur les preuves. Elle parla de la déstabilisation interne, de la disparition de son père, de la prise de contrôle orchestrée, de la tentative de présentation du projet sans brevet légitime. Théo compléta l'intervention en présentant l'enregistrement clé de Damien, contredisant les faits sur l'auteur du projet. L'un des fonctionnaires prit des notes frénétiquement. L'autre demanda une pause. Ils sortirent brièvement, sans donner leur avis. Dans le silence qui suivit, Laurent posa ses mains sur la table. Il ne tremblait plus. « Il fallait que je vienne, dit-il, pas seulement pour sauver mon entreprise, mais pour prouver qu'on peut tomber et se relever, même après avoir été trahi. » Quand les représentants revinrent, leur visage était plus calme. « Le contrat est suspendu jusqu'à nouvel ordre, » annonça l'un d'eux. « Une commission sera nommée pour évaluer la propriété intellectuelle du projet. »
Vous serez convoqué dans les jours à venir pour approfondir vos déclarations. » Il jeta un regard rapide à Théo. « Et ce garçon, on parlera aussi de lui. Il a joué un rôle fondamental. » Ils sortirent du bâtiment sans un mot. Dehors, la foule de journalistes attendait toujours. Les flashs recommencèrent. Cette fois, Laurent s'arrêta. Il prit la parole pour la première fois depuis le début de la crise. Il ne donna pas de chiffres. Il ne parla pas de réforme. Il montra simplement Théo. C'est lui, le vrai responsable de ce retournement. Sans lui, tout aurait été perdu. Il m'a rappelé ce que j'avais oublié, qu'il faut écouter ceux qu'on ne voit pas. L'instant fut capturé, partagé, diffusé à une vitesse fulgurante. Le nom de Théo apparut en haut des tendances. Partout, on parlait de « l'enfant qui avait sauvé une entreprise ». Mais pour Théo, tout cela n'avait pas encore de sens. Il regardait simplement Laurent, fatigué mais debout, et Amélie qui lui serrait doucement l'épaule. Ils n'étaient pas encore à la fin du chemin. Mais ils avaient franchi l'obstacle le plus grand, ensemble. Le lendemain matin, les rues de Lyon s'étaient transformées en un théâtre inattendu. Partout, sur les écrans de téléviseurs accrochés aux vitrines, dans les pages d'ouverture des journaux numériques, sur les réseaux sociaux partagés des milliers de fois, une image revenait en boucle, celle de Théo, debout devant le ministère de la Défense, tenant une valise contre sa poitrine, avec en arrière-plan la silhouette de Laurent Moreau. Les titres variaient, mais tous convergeaient vers le même message. Un garçon sans abri sauve une entreprise française d'une fraude monumentale. Le PDG déchu revient grâce à un enfant de la rue. Morotech évite le désastre grâce à un acte de courage inattendu. Théo et Amélie se retrouvèrent subitement au centre de l'attention. Ils avaient passé la nuit dans une chambre modeste prêtée par une association à l'écart des caméras. Dès les premières heures du jour, les demandes d'interview affluaient. Plusieurs médias nationaux voulaient une déclaration officielle. Certains proposaient même de couvrir leurs frais pour une série de reportages. Des écoles, des institutions culturelles, des associations d'aide aux jeunes sans-abri contactèrent Amélie pour rencontrer Théo. Mais lui ne cherchait ni reconnaissance, ni projecteur. Il n'avait agi que par instinct de justice. Il refusa poliment les invitations, préférant rester en retrait, tandis qu'Amélie et Laurent tentaient de gérer les conséquences de ce bouleversement. Laurent, quant à lui, fut convoqué d'urgence par le conseil d'administration de Morotech. L'entreprise était sous le feu des projecteurs. Les investisseurs exigeaient des explications. Le gouvernement avait suspendu temporairement toute collaboration avec l'entreprise, le temps de vérifier les accusations portées contre Damien Carrel. Ce dernier, après avoir été publiquement dénoncé, avait disparu des radars. Son domicile avait été perquisitionné. Des documents furent saisis, des ordinateurs examinés. Le parquet de Lyon annonça officiellement l'ouverture d'une enquête pour fraude, détournement d'actifs et tentative de falsification de documents contractuels. La nouvelle fit l'effet d'une onde de choc dans le monde de la tech française. Lors de la réunion du conseil, Laurent arriva sans costume. Il portait encore les vêtements sobres de la veille, son visage marqué par la fatigue mais traversé d'une conviction inébranlable. Il n'avait pas besoin de défendre sa place par des mots. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Il exposa calmement les faits, expliqua comment il avait perdu le contrôle, comment Damien avait profité de sa vulnérabilité et comment le retour de la vérité avait été rendu possible grâce à un jeune garçon de 10 ans. Il ne chercha pas à minimiser ses erreurs. Au contraire, il admit ses absences, sa rigidité d'avant, ses décisions prises sans consulter. Mais il demanda aussi au conseil de choisir, tourner définitivement la page de l'époque Carrel, ou accepter une reconstruction en profondeur, menée avec transparence et responsabilité. Contre toute attente, la majorité du conseil vota pour son retour, mais cette fois, sous une nouvelle forme. Laurent accepta de reprendre la direction, à condition de ne plus être seul à décider. Il proposa la mise en place d'un comité éthique, incluant non seulement des cadres de l'entreprise, mais aussi des représentants extérieurs, issus d'associations, d'universités et de la société civile. L'idée fit mouche. Elle résonnait avec la demande croissante de moralisation dans le secteur technologique. Ce même jour, Laurent annonça publiquement que tous les brevets liés au projet Sentinelle seraient réévalués juridiquement et que les futures applications commerciales ou militaires ne pourraient être signées sans un contrôle indépendant. Théo assistait à tout cela depuis la salle d'attente du siège.
Il regardait les allées et venues, les hommes en costume, les secrétaires qui chuchotaient son nom. Il n'était pas à l'aise. Ce monde n'était pas le sien. Il n'avait pas encore compris qu'il en faisait désormais partie. C'est Amélie qui s'en rendit compte la première. Elle décida de prendre la parole. En accord avec Laurent, elle publia sur les réseaux sociaux un message simple mais percutant, accompagné d'une photo de Théo tenant la fameuse valise. Elle écrivit « Il s'appelle Théo. Il n'a ni toit, ni famille, ni statut officiel. Il a été ignoré par tous ceux qui prétendent protéger la société. Et pourtant, c'est lui qui a empêché une fraude d'1 milliard d'euros. Si nous ne changeons rien après cela, alors nous n'avons rien appris. » Le message devint viral en quelques heures. Des figures publiques relayèrent la publication. Des personnalités politiques demandèrent à rencontrer Théo. L'Élysée lui adressa même une lettre de remerciement, saluant son courage et sa lucidité. Des citoyens ordinaires proposèrent de l'héberger, de le parrainer, de l'inscrire à l'école. Mais Théo restait en retrait. Il ne savait pas quoi faire de toute cette attention. Il avait passé sa vie à l'écart, à survivre dans les coins invisibles de la ville. Maintenant qu'on le voyait, il avait peur de décevoir. Laurent comprit cela. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans le bureau improvisé au refuge, il posa une main sur l'épaule du garçon. « Tu ne dois rien à personne, dit-il. Mais si tu veux, je peux t'offrir un foyer. Pas comme une récompense. Juste parce que je crois que tu peux construire quelque chose ici. » Théo ne répondit pas tout de suite. Il avait appris à se méfier des promesses. Mais le ton de Laurent n'était pas celui d'un homme qui cherche à acheter la gratitude. Il parlait comme un père parle à un fils, sans obligation, avec respect. Quelques jours plus tard, une cérémonie fut organisée dans les locaux de Morrow Tech. Pas un événement fastueux. Juste une rencontre entre les employés, les membres du conseil, quelques journalistes. À la fin de son discours, Laurent appela Théo à le rejoindre sur la petite scène. Devant une salle silencieuse, il le présenta comme le véritable héros de Morrow Tech. Puis il laissa Théo parler. Le garçon regarda la salle, prit une grande inspiration et dit simplement « Je voulais juste faire ce qui était juste. Je ne savais pas que ça allait changer tout ça. » La salle se leva. Non pas pour l'applaudir comme on le fait pour une célébrité, mais comme on salue une évidence, un rappel, celui que même un enfant oublié peut devenir la voix qui empêche une injustice. Ce jour-là, Théo ne pleura pas. Il ne sourit pas non plus. Il se contenta de rester debout, tenant encore la valise à ses pieds, comme un symbole de tout ce qui avait été réparé, et peut-être de tout ce qu'il restait encore à reconstruire. Après la cérémonie, la vie de Théo prit une trajectoire nouvelle, imprévisible, parfois déstabilisante. Il était passé de l'anonymat absolu à une visibilité nationale en l'espace de quelques jours. Les médias continuaient à raconter son histoire. Les chaînes de télévision lui consacraient des reportages. Les réseaux sociaux relayaient chaque mouvement, chaque apparition publique. Mais pour Théo, tout cela ne changeait pas la réalité intime qu'il portait en lui, celle d'un garçon qui avait dormi des mois sur du carton, dans le froid, entre les murs indifférents de la ville. Une visibilité soudaine ne remplace pas l'ancrage. Il fallait plus qu'une reconnaissance médiatique pour que Théo puisse se sentir en sécurité. Laurent comprit vite ce besoin de stabilité. Il n'attendit pas l'épuisement du battage médiatique pour poser un geste concret. Quelques jours après l'événement, il rencontra une assistante sociale, entama les démarches légales d'adoption et fit appel à un juge des affaires familiales. Le processus n'était pas simple. Théo n'avait aucun dossier, aucune inscription scolaire récente, aucune attache légale. Son identité administrative s'était effacée peu à peu pendant son errance. Il fallut reconstituer un parcours, retrouver des traces dans les fichiers de l'aide à l'enfance, croiser des signalements anciens de la police municipale. Mais le juge, frappé par l'implication sincère de Laurent et d'Amélie, par la cohérence du récit et par les preuves apportées, autorisa une adoption provisoire dans l'attente de la décision finale. Théo emménagea dans une maison sobre mais chaleureuse, dans un quartier résidentiel à l'ouest de la ville. Rien d'ostentatoire. Laurent avait vendu depuis longtemps son ancien manoir de campagne. Il vivait maintenant dans un pavillon à taille humaine, avec un petit jardin, quelques arbres et une pièce lumineuse qu'il proposa à Théo comme chambre. Ce dernier n'avait jamais eu de chambre à lui. Lorsqu'il y entra pour la première fois, il resta figé un long moment. Un lit, un bureau, une bibliothèque vide, une fenêtre qui donnait sur les collines.
Il posa lentement sa valise au sol, celle qu'il avait gardée tout au long de l'histoire. Il ne savait pas encore s'il voulait la déballer. Elle représentait tout ce qu'il avait traversé, tout ce qu'il avait protégé. Amélie passa souvent les voir. Son atelier avait rouvert, mais elle consacrait plusieurs après-midi par semaine à aider Théo à se familiariser avec cette nouvelle vie. Elle lui apprit à cuisiner des plats simples, l'aida à remplir ses premiers devoirs, l'encouragea à dessiner. Théo montra un intérêt inattendu pour les mathématiques. Il disait que les chiffres étaient les seuls éléments qui ne trahissaient jamais. 1 plus 1 ferait toujours 2. Amélie sourit à cette logique. Elle vit en lui un esprit structuré, capable de comprendre les systèmes complexes, de raisonner avec méthode. Elle en parla à Laurent. Ensemble, ils prirent la décision d'inscrire Théo dans une école adaptée où il pourrait recevoir un accompagnement personnalisé. Morotech, de son côté, vivait aussi sa transformation. Sous l'impulsion de Laurent, un fonds social fut créé pour soutenir des projets destinés aux enfants vivant dans la rue ou dans des situations d'extrême précarité. Le fonds porta le nom de Programme Théo. Il finança des centres d'accueil, des bourses scolaires, des ateliers éducatifs dans les zones oubliées. Laurent ne voulait pas que l'histoire de Théo reste une exception. Il voulait qu'elle devienne un point de bascule. À chaque réunion stratégique, il rappelait à ses collaborateurs que l'innovation technologique ne valait rien sans un socle humain. Le projet Sentinelle, une fois purgé de toute irrégularité, fut repensé pour intégrer des garde-fous éthiques. Un comité de surveillance fut nommé. Des représentants de la société civile y siégeaient, dont Amélie. Dans la maison, la routine s'installa lentement. Théo apprit à vivre sans avoir à se battre pour chaque bouchée de pain. Il ne tendait plus la main pour vendre des bonbons. Il se levait à 7 heures du matin, prenait un petit déjeuner, préparait son sac, allait à l'école. Les premiers mois furent difficiles. Les autres enfants le regardaient avec une forme de curiosité mêlée de respect. Il ne comprenait pas encore toutes les règles implicites du monde scolaire, mais il apprenait vite. Une enseignante repéra son potentiel en géométrie et en logique. Elle proposa qu'il participe à des ateliers d'initiation à l'ingénierie. Théo n'avait jamais entendu ce mot. Quand on le lui expliqua, il répondit qu'il voulait construire des choses qui ne tombent pas quand on appuie dessus. Un soir, alors qu'il aidait Laurent à ranger des papiers dans le bureau, Théo découvrit un plan ancien de Morotech, un schéma initial du premier prototype de sécurité numérique créé par Laurent. Il l'étudia longuement. Il comprit une partie des lignes, pas toutes, mais suffisamment pour poser une question technique à laquelle Laurent répondit. Surpris. Une discussion s'ensuivit. Ce fut leur premier vrai moment de complicité intellectuelle. Ce jour-là, Laurent comprit que Théo n'était pas seulement un enfant courageux. Il était aussi un esprit prometteur. La boîte en carton dans laquelle Théo avait dormi tant de fois fut conservée. Il refusa qu'on la jette. Elle fut nettoyée, renforcée, puis placée dans un coin de sa chambre. Elle ne servait plus d'abri mais de mémoire. Elle représentait tout ce qu'il ne voulait pas oublier. Chaque fois qu'il la regardait, il se souvenait de la solitude, du silence, de l'injustice, mais aussi de la détermination, du choix de ne pas détourner les yeux, de la décision de marcher avec une valise à la main. Elle lui rappelait que, même sans nom, sans toit et sans promesse, il avait fait ce qu'il fallait. Amélie peignit un tableau qu'elle intitula « La valise oubliée ». Il montrait un enfant marchant au milieu d'un boulevard vide, tenant une valise noire trop lourde pour lui. L'œuvre fut exposée dans plusieurs galeries, accompagnée d'un texte simple. Ce que l'on trouve dans les poubelles de la ville peut parfois contenir la vérité que les tours de verre ont oubliée. Théo ne voulut jamais voir l'exposition, mais il garda une reproduction du tableau au-dessus de son lit. Les nuits devinrent plus douces. Il rêvait moins de fuites, plus de projets. Il pensait à l'avenir. Pas à un avenir de gloire ou de fortune, un avenir stable, construit, utile. Il voulait apprendre. Il voulait créer, il voulait aider d'autres comme lui à se relever. Mais surtout, il voulait mériter la confiance que Laurent et Amélie avaient placée en lui. Non pas pour leur faire plaisir, mais parce qu'il comprenait, enfin, que sa vie pouvait compter. Et que cette valise qu'il avait un jour trouvée ne contenait pas seulement des papiers. Elle contenait une direction, un appel, un passage de témoin. Et cette fois, il était prêt à le prendre. 5 années s'étaient écoulées depuis que Théo avait trouvé cette valise abandonnée près du centre d'affaires de Lyon. 5 années marquées par un cheminement constant.
parfois silencieux, souvent intense, toujours guidé par le même moteur, une volonté de comprendre le monde, de le réparer à sa manière, sans bruit, sans spectacle. Théo n'était plus un enfant des rues. Il était désormais un jeune homme de 15 ans, élève d'un lycée technologique de la région, reconnu pour ses aptitudes exceptionnelles en conception et modélisation de systèmes numériques. Il avait changé physiquement, grandi, affiné ses traits, mais son regard conservait la même acuité, cette forme de lucidité tranquille qui étonnait les adultes et inspirait ses camarades. Morotech, de son côté, s'était métamorphosé. L'entreprise, après avoir évité de justesse le naufrage, avait entamé une refonte complète de sa gouvernance, de sa structure de développement et de son positionnement public. Laurent Moreau, toujours à la tête du conseil, avait cédé les fonctions exécutives à une équipe plus jeune, plus ouverte, plus ancrée dans les réalités sociales. Le programme Théo, né dans l'élan du scandale évité, était devenu l'un des piliers du nouveau modèle de l'entreprise. Chaque année, des centaines de jeunes sans domicile fixe, migrants mineurs ou enfants sortis du système éducatif, y trouvaient une seconde chance. Des formations, des stages, des bourses, des emplois. L'histoire du garçon qui avait sauvé une entreprise était devenue plus qu'un symbole. Elle était un modèle de transformation. Le jour de la cérémonie, l'atmosphère était solennelle, mais sans excès. L'événement avait été organisé dans l'amphithéâtre principal du siège rénové de Morotech. Pas de tapis rouge, pas de flash, mais une scène sobre, des sièges occupés par des collaborateurs, des jeunes bénéficiaires du programme, des représentants d'associations, des membres du gouvernement local et plusieurs anciens sans-abri devenus salariés de l'entreprise. Théo n'avait pas demandé à parler, il n'avait même pas voulu participer au début. Mais Laurent avait insisté. Il ne s'agissait pas de glorifier un parcours, encore moins de fabriquer une icône. Il s'agissait de refermer un cycle, de marquer une continuité, de passer le relais. Lorsque son nom fut prononcé, Théo se leva lentement. Il portait une chemise simple, un pantalon foncé, une paire de chaussures qu'il avait lui-même choisies. Il monta sur scène, posa calmement ses feuilles sur le pupitre, leva les yeux et observa l'assemblée. Il reconnut des visages. Celui d'Amélie, au premier rang, émue, les mains croisées sur ses genoux. Celui de Laurent debout à côté de l'écran de projection, la tête légèrement inclinée. Celui d'Hugo, l'ancien technicien, qui travaillait désormais comme responsable de la sécurité numérique de l'entreprise. Et tant d'autres, venus entendre non pas un discours de gala, mais une parole simple, celle de quelqu'un qui n'avait jamais cessé d'être sincère. Théo inspira profondément. Sa voix était calme, posée, sans tremblement. « Je ne suis pas ici pour raconter une belle histoire. Je suis ici pour dire que ce que j'ai fait, n'importe qui aurait pu le faire. J'ai juste vu une valise. J'aurais pu la laisser là. J'aurais pu la vendre. J'aurais pu ne rien faire. Mais j'ai choisi de marcher, de chercher, de comprendre. Pas parce que j'étais courageux, mais parce que je ne supportais pas que personne ne s'en occupe. » Il fit une pause. « Ce n'est pas une question d'héroïsme. C'est une question de responsabilité. » Il continua, sans emphase. Il parla de la rue, de la faim, de l'indifférence. Il parla aussi des mains tendues, des rencontres, des gens qui avaient décidé de l'écouter. Il parla d'Amélie, qu'il avait regardée sans pitié, de Laurent, qui avait accepté de redevenir père, d'Hugo, qui avait ouvert une porte sans poser de questions. Il expliqua que la valise n'avait pas changé sa vie. Ce qui l'avait changé, c'était la façon dont les gens avaient réagi lorsqu'il l'avait ramenée. C'était ce qu'on avait décidé de faire avec ce qu'il avait trouvé. À la fin de son intervention, il reposa ses feuilles, leva les yeux une dernière fois. « Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai été entendu. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, alors écoutez les voix qu'on ne remarque jamais. Celles qu'on évite dans le métro, celles qui dorment sous les porches, celles qui n'ont pas de carte d'identité. Ce sont ces voix qui peuvent vous rappeler ce que c'est que la vérité. » Il quitta la scène sous un silence profond, puis une salve d'applaudissements, franche, sans exagération. Après la cérémonie, un petit buffet fut organisé. Pas de champagne, mais du jus, du café, des produits locaux. Théo se tenait dans un coin, discutant avec deux jeunes bénéficiaires du programme Théo. Il lui demandait comment il avait su que la valise était importante. Il répondit qu'il n'avait pas su. Il avait juste refusé de croire que ce n'était rien. Ils sourirent, hochèrent la tête. L'un d'eux lui montra son carnet de croquis,
L'autre lui parla de son envie de devenir informaticien. Théo les écoutait attentivement. Il ne donnait pas de leçons. Il posait des questions. Il savait ce que c'était de ne pas avoir de réponse. Laurent l'observait de loin. Il voyait dans ce jeune homme l'héritier qu'il n'avait jamais imaginé. Pas un successeur en titre, pas un futur PDG désigné, mais un porteur de sens. Quelqu'un capable de garder vivant le principe fondateur de toute entreprise digne de ce nom. Celui de servir une communauté, de produire quelque chose de juste, de refuser le cynisme. Ce soir-là, de retour chez lui, Théo monta dans sa chambre, alluma la petite lampe près de son lit, ouvrit un carnet et écrivit quelques lignes. Il ne savait pas encore ce qu'il en ferait. Peut-être un livre, peut-être rien. Il voulait juste fixer ce moment, le garder en mémoire. Il jeta un œil à sa boîte en carton posée près de la bibliothèque. Il ne l'ouvrirait pas. Pas ce soir. Elle était là comme un rappel, pas de ce qu'il avait perdu, mais de ce qu'il avait compris. Dans cette chambre paisible, dans cette maison sans cri, Théo n'était plus un garçon des rues. Il n'était pas non plus un héros. Il était un jeune homme en chemin, portant avec lui un héritage singulier, celui d'avoir changé le cours des choses sans rien attendre en retour, simplement en faisant ce qui devait être fait. Et c'est ainsi que, dans le silence d'une nuit ordinaire, se poursuivait l'histoire de celui qui avait décidé, un matin froid, de ne pas détourner les yeux.